Novembre 2025, un vote unanime, sans fanfare, brise net la routine diplomatique régionale. En quelques jours seulement, Moscou répond, et l'accord Russie-Burkina Faso glisse d'une promesse d'électricité vers une architecture où l'énergie devient aussi un instrument de défense, alors que l'accès national ne progresse que de 21,7% à 22,5%. Que signifie ce basculement pour un pays encerclé quand Ibrahim Traoré affirme qu'il faut survivre à la nuit pour commander l'aube, et quand chaque ligne électrique peut devenir une cible stratégique? Si la lumière arrive enfin, elle ne sera pas neutre. Ce récit propose une lecture sans slogan ni théâtre d'un accord souvent résumé trop vite. Et l'objectif est simple, comprendre les enjeux réels, sans bruit, pour mieux lire demain. L'enjeu dépasse la production d'électricité. Il touche à la continuité même de l'État, dans un environnement où les réseaux vacillent et où chaque convoi peut être interrompu. D'un côté, un pays dont l'accès à l'énergie progresse à peine, laissant hôpitaux, administrations et industries exposées à l'intermittence. De l'autre, une pression sécuritaire diffuse qui transforme les infrastructures en cibles et les délais en variables politiques. La promesse n'est donc pas une puissance immédiate, mais une architecture capable de tenir sous contrainte. Ce cadre oblige à lire l'accord comme une chaîne, capacité civile, protection des actifs et alignement de long terme. Le risque est double, confondre promesses et preuves ou séparer artificiellement développement et sécurité. Et la méthode proposée reste simple, suivre ce que le texte affirme, puis ce qu'il suggère, et mesurer chaque étape à l'aune d'un critère unique, la continuité. À partir de là, la question devient opératoire. Quels maillons doivent tenir en premier pour que le reste ait un sens? La bascule est discrète mais mesurable. En 2024, l'accès à l'électricité au Burkina Faso passe de 21,7% à 22,5%, un écart faible présenté comme un murmure statistique plutôt qu'un tournant. Pourtant, ce delta minime devient central dans le récit, car il se juxtapose à un autre repère beaucoup plus lourd. En 2025, plus de 50% des morts terroristes mondiales seraient concentrées dans cette bande du continent, avec le Burkina Faso décrit comme un épicentre. Ce rapprochement chiffre l'équation de départ. L'infrastructure énergétique progresse trop lentement, tandis que la pression sécuritaire s'intensifie plus vite que les réseaux ne se redressent. C'est dans cet intervalle que l'accord Moscou-Ouagadougou prend son sens. Le contexte posé par le texte est celui d'un double manque. D'abord, l'énergie. Le réseau est décrit comme instable, vulnérable aux coupures, incapable d'assurer une continuité minimale aux hôpitaux, aux centres de commandement et à l'activité industrielle. Plus de 4 citoyens ruraux sur 5 restent coupés d'une infrastructure de base, ce qui transforme l'absence d'électricité en isolement durable. Dans un second mouvement, la sécurité. La guerre est sans ligne de front, les villages peuvent disparaître du jour au lendemain et les convois de carburant sont exposés aux embuscades avant l'aube. Dans ce cadre, chaque ligne électrique devient un point faible potentiel. Le mini-révélateur du récit tient à un glissement sémantique précis. L'électricité cesse d'être décrite comme un simple levier de développement et devient une condition de défense. Sans courant, les centres de commandement deviennent aveugles, les hôpitaux se taisent et des territoires entiers peuvent basculer sous emprise insurgée. C'est là que Ibrahim Traoré est introduit comme l'axe reliant données et décisions, non pour annoncer un succès, mais pour justifier une réorientation doctrinale. La question posée plus tôt trouve ici un premier éclairage. Si la lumière est rare, elle devient stratégique avant même d'être abondante. Pour rendre l'enjeu lisible, le texte quitte les abstractions et s'appuie sur des silhouettes plutôt que sur des titres. La première est celle d'un usager ordinaire d'un réseau instable, dont la vie quotidienne se règle sur les coupures, les redémarrages et l'attente. Quand le courant manque, les services se figent, les équipements deviennent intermittents et la distance avec le reste du pays s'allonge. L'absence d'électricité n'est plus un retard technique, elle devient une profondeur d'isolement qui s'accumule. La seconde silhouette est celle de l'État en situation de contrainte. Sans énergie continue, les hôpitaux perdent leur capacité d'action, les administrations voient leur communication se fragmenter et les centres de commandement deviennent aveugles. Dans ce cadre, l'infrastructure n'est pas un confort,
mais une condition de continuité. La narration insiste sur un effet immédiat, même une amélioration marginale modifie les anticipations, tandis que chaque rupture rappelle la fragilité de l'ensemble. C'est entre ces deux plans que se dessine le rôle politique attribué à Ibrahim Traoré. Il n'est pas présenté comme un technocrate, mais comme un point d'articulation qui relie ressources, doctrine et décision. Son intervention n'est pas décrite par des annonces spectaculaires, mais par un cadrage, refuser d'hériter d'un script brisé et traiter l'énergie comme une fonction régalienne à protéger. Cette posture produit un impact précoce, non pas par des mégawatts supplémentaires, mais par un changement de statut de l'électricité dans l'appareil d'État. Et au fond, une idée s'impose. Quand l'énergie devient une variable de défense, chaque choix d'infrastructure engage immédiatement la souveraineté opérationnelle. Le déclencheur n'est ni une attaque, ni une annonce spectaculaire, mais une signature silencieuse. En novembre 2025, le Parlement de transition ratifie à l'unanimité l'accord de coopération nucléaire avec la Russie, sans débat public prolongé, sans dissidence visible et sans la mise en scène habituelle des grandes décisions stratégiques. Ce vote homogène, décrit comme rarissime, agit comme un signal interne et externe. Avant ce moment, l'accord existe surtout comme une promesse technique associée à l'idée d'électricité, de formation et de transfert de savoir-faire. Après ce moment, il change de statut. Il devient une priorité politique formalisée. La première bascule intervient presque immédiatement. En quelques jours seulement, Moscou répond. Le récit insiste sur la brièveté du délai, non pour en faire un chiffre précis, mais pour en souligner la portée stratégique. Dans un environnement instable, où les projets s'étirent souvent sur des mois ou des années, cette rapidité est présentée comme un multiplicateur d'effets. Elle réduit la fenêtre d'exposition à l'imprévisibilité du terrain et installe l'idée que la coopération n'est pas symbolique, mais opérationnelle. Le contraste est net. D'un côté, une exécution accélérée. De l'autre, un silence occidental décrit comme révélateur par son absence de réaction publique. Le cœur de la montée narrative repose alors sur un enchaînement logique. La coopération n'est pas présentée comme un réacteur isolé, mais comme un système. D'abord, un cadre nucléaire civil, structuré autour du transfert de technologies, de la formation d'ingénieurs et d'applications annoncées pour la médecine, l'agriculture et l'industrie. Dans un second mouvement, une couche suggérée, jamais confirmée frontalement, mais insistante. Une profondeur sécuritaire faite de conseils spécialisés et d'adaptations doctrinales, pensées pour un contexte de menace asymétrique. Et pour finir, une troisième strate apparaît en filigrane, la protection renforcée d'un futur site, intégrant surveillance, capacité d'intervention et méthode dédiée à la défense d'infrastructures critiques. Le point culminant du récit se situe dans ce glissement progressif. À mesure que les kilowatts disparaissent du premier plan, la sécurité prend le relais comme condition de possibilité. Dans une région où les barrages sont ciblés, où les lignes électriques se sont sectionnées et où les convois peuvent être attaqués avant l'aube, un projet énergétique ne peut tenir sans un dispositif de protection crédible. Ce n'est pas une militarisation affichée, mais une précaution présentée comme pragmatique. Protéger le site, c'est protéger l'avenir de l'État. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette séquence. Il est décrit comme le pivot qui transforme une promesse sectorielle en stratégie intégrée. Contrôler les ressources, sécuriser les corridors, consolider les infrastructures. Ces leviers sont présentés comme indissociables. Le récit ne célèbre pas une réussite. Il organise une logique où chaque étape prépare la suivante. La phase de rémanence, enfin, est faite de rumeurs et d'anticipation. Flux d'équipements évoqués, programmes de formation annoncés, ajustements doctrinaux supposés, même sans confirmation officielle, ces éléments produisent un effet politique. Ils installent l'idée qu'un pays longtemps confiné dans l'obscurité se prépare à toucher l'interrupteur. Et cette anticipation, en elle-même, commence déjà à modifier les calculs des acteurs régionaux. La ligne de base est étroite et l'écart l'est tout autant. Entre 2023 et 2024, l'accès national à l'électricité
passe de 21,7% à 22,5%, une progression faible qui ne suffit pas à modifier la vulnérabilité structurelle. Ce delta minime sert de point d'ancrage. Il montre qu'un indicateur peut s'améliorer sans que la situation globale change, surtout lorsque la pression sécuritaire progresse plus vite que les réseaux. Autrement dit, la trajectoire énergétique ne rattrape pas encore la contrainte stratégique. On peut d'abord regarder un repère chiffré, celui qui concerne l'accès à l'électricité. Le récit ne l'emploie pas pour célébrer une réussite, mais pour mesurer l'insuffisance. Une hausse de moins d'1 point ne garantit ni continuité hospitalière, ni fiabilité administrative, ni respiration industrielle. Elle indique au contraire que l'infrastructure reste sous le seuil critique à partir duquel un territoire commence à se stabiliser. Dans ce cadre, chaque coupure conserve un effet systémique. Elle désorganise des services essentiels et amplifie l'isolement, notamment en zone rurale. On peut ensuite se tourner vers un repère beaucoup plus lourd, concerne la mortalité terroriste. Le texte affirme qu'en 2025, plus de 50% des morts terroristes mondiales se concentrent dans cette bande du continent, avec le Burkina Faso présenté comme un épicentre. Ce chiffre n'est pas mobilisé comme une statistique abstraite, mais comme une contrainte structurante. Il explique pourquoi l'énergie ne peut plus être traitée comme un secteur parmi d'autres. Quand la violence diffuse atteint un tel poids relatif, elle transforme les infrastructures en cibles et les délais en risques. La vulnérabilité énergétique et la menace sécuritaire cessent alors d'être des variables séparées. Et pour finir, un repère temporel apparaît. La réaction en quelques jours de Moscou après la ratification parlementaire. Même sans chiffre précis, la brièveté du délai est présentée comme un indicateur. Dans des environnements instables, le temps agit comme un multiplicateur d'effets. Des réponses rapides réduisent l'exposition des projets aux chocs imprévisibles, tandis que des délais longs augmentent la probabilité de sabotage, de rupture logistique ou de désalignement politique. Le récit utilise cette accélération pour suggérer une priorité stratégique, non pour en déduire un résultat garanti. Pris ensemble, ces trois repères composent une équation simple. Un delta énergétique trop faible ne compense pas un poids sécuritaire disproportionné. Une réponse extérieure rapide peut en revanche agir comme une variable de stabilisation anticipée. Tant que ces éléments ne convergent pas, l'État demeure dans une zone de fragilité. C'est précisément ce diagnostic que le texte attribue à Ibrahim Traoré, décrit comme celui qui relie les données à la décision. Les chiffres ne servent pas à proclamer une victoire, mais à justifier une architecture plus large. L'interprétation proposée est prudente. Elle ne prétend pas prouver que l'accord résout l'équation, mais qu'il tente de la compenser. En traitant l'énergie comme une fonction à protéger, et non comme un simple service à étendre, le récit redéfinit la hiérarchie des priorités. La question formulée plus tôt trouve ici un début de réponse. Si l'infrastructure reste exposée, même une amélioration mesurée reste insuffisante. Si elle est protégée, alors le même delta peut changer de signification. On entend parfois une objection, la plus prudente, qui avance que l'accord serait avant tout un projet de développement et que la dimension sécuritaire relèverait d'un habillage narratif. Dans cette lecture, le cœur du dispositif reste civil. Le texte insiste sur le transfert de technologies, la formation d'ingénieurs et les applications annoncées pour la médecine, l'agriculture et l'industrie. L'énergie stable est présentée comme une condition de base pour sortir d'un réseau fragile. La rapidité de réponse de Moscou pourrait alors s'expliquer par une efficacité bureaucratique, non par une rupture stratégique. Selon cette objection, lire l'accord comme une intégration sécuritaire serait projeter sur le texte des intentions qu'il ne démontre pas. On entend aussi une objection plus critique qui avertit que l'accord risquerait d'ajouter des points de vulnérabilité sans bénéfice immédiat. Dans un contexte de sabotage, d'embuscade et de lignes de transmission étirées sur un terrain contesté, annoncer une infrastructure lourde pourrait accroître l'exposition plutôt que la réduire. Avant toute production d'énergie, un futur site deviendrait une cible symbolique. Dans cette perspective, l'architecture évoquée serait prématurée, voire contre-productive, tant que la pression insurgée n'est pas contenue. L'énergie, loin de stabiliser, pourrait alors concentrer les risques. La réponse proposée par le texte
ne tranche pas par une preuve externe, mais par sa structure interne. Il ne dit pas que l'énergie suffit, il affirme qu'elle ne peut exister sans sécurité. Le glissement du récit, de l'électricité vers la protection des actifs, n'est pas présenté comme une option idéologique, mais comme une contrainte logique. La guerre sans ligne de front transforme toute infrastructure en enjeu défensif, qu'on le veuille ou non. Dans ce cadre, ignorer la dimension sécuritaire reviendrait à nier l'environnement décrit. Surtout, le texte n'annonce pas un bénéfice immédiat. Il parle d'une architecture progressive, où chaque couche renforce la suivante. La coopération nucléaire est posée comme un écosystème, non comme un chantier isolé. La profondeur sécuritaire évoquée reste suggérée, jamais confirmée, face caméra, précisément pour éviter la confusion entre promesse et réalisation. Cette prudence narrative répond en partie aux deux objections. Elle reconnaît le risque tout en expliquant pourquoi le statu quo est jugé insuffisant. C'est ici que Ibrahim Traoré réapparaît comme nœud de lecture. Il n'est pas mobilisé pour clore le débat, mais pour relier données, contraintes et choix d'alliance. Le texte ne demande pas d'adhérer. Il invite à comprendre pourquoi, dans cet environnement, séparer énergie et sécurité devient intenable. Ce point médian ne tient pas à une annonce nouvelle, mais à un déplacement de perspective. À cet instant du récit, l'accord cesse d'être lu comme un projet sectoriel et apparaît comme une ligne de démarcation. D'un côté, un État qui subit des coupures, des sabotages et des délais. De l'autre, un État qui tente de protéger ce qu'il déclare vital avant même d'en augmenter la capacité. Le texte suggère que la vraie rupture n'est pas technologique, mais doctrinale. Le changement de focale est net. L'énergie n'est plus évaluée seulement en kilowatts potentiels, mais en continuité opérationnelle. Si une infrastructure ne peut pas être défendue, elle n'existe pas politiquement. Cette logique explique pourquoi la narration insiste autant sur les corridors, les convois et les périmètres de sécurité, alors même que la production reste hypothétique. Le milieu du récit affirme une idée simple. La promesse d'électricité ne vaut que par la capacité à la maintenir sous pression. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré est repositionné. Il n'est plus seulement l'axe reliant ressources et décisions, il devient le marqueur d'un seuil, le seuil où la souveraineté cesse d'être déclarative pour devenir procédurale. Le texte ne célèbre pas ce basculement, il le pose comme une nécessité imposée par l'environnement. La question formulée plus tôt se précise ici. Ce qui se joue n'est pas l'arrivée de la lumière, mais la capacité à la défendre une fois allumée. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est une redéfinition des priorités. L'énergie n'est plus traitée comme un secteur à développer parmi d'autres, mais comme une condition de continuité administrative. Quand le courant vacille, les hôpitaux se taisent, les communications se fragmentent et les centres de commandement deviennent aveugles. Le texte suggère qu'une architecture énergétique mieux protégée réduit ces ruptures non en augmentant instantanément la capacité, mais en stabilisant ce qui existe déjà. Dans cette logique, sécuriser les corridors et les actifs critiques devient un acte de souveraineté opérationnelle avant même d'être un investissement économique. Pour les entreprises, l'effet décrit est celui d'un déplacement d'anticipation. Une industrie freinée par l'intermittence du réseau fonctionne à coûts imprévisibles et planifie mal. Le récit évoque des sites au point mort avant de pouvoir respirer, ce qui renvoie à une production hachée et à des décisions d'investissement différées. La promesse d'une trajectoire énergétique plus stable, même annoncée, modifie déjà les calculs. Elle ne supprime pas le risque sécuritaire, mais elle rend rationnelle une séparation entre long terme et immédiat. Investir dans la capacité future tout en évaluant la protection des infrastructures présentes, l'énergie devient ainsi un signal, non une garantie. Pour les citoyens, surtout en zone rurale, l'enjeu est présenté comme un rattrapage de dignité. Plus de 4 habitants ruraux sur 5 restent coupés d'une infrastructure de base, ce qui transforme l'absence d'électricité en isolement durable. Les services essentiels deviennent intermittents, les équipements fonctionnent par à-coups et la distance avec le reste du pays s'allonge. Dans ce cadre, une amélioration même marginale, si elle est continue, change la vie quotidienne plus qu'une promesse lointaine. Le texte associe cette continuité à une forme de protection indirecte,
Une société moins coupée est aussi moins vulnérable au basculement soudain. Pour la région enfin, la conséquence dépasse les frontières nationales. Le récit trace une continuité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger et évoque un corridor sahélien où énergie, industrialisation et sécurité se renforcent mutuellement. Ce qui se décide à Ouagadougou est décrit comme une onde qui se propage vers les pays côtiers et oblige les capitales extérieures à recalculer leurs hypothèses. L'effet n'est pas seulement diplomatique, il est narratif. Si un État longtemps tenu dans l'ombre parvient à stabiliser ses infrastructures critiques, le modèle de dépendance perd une partie de sa force. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme l'articulation politique de ces effets. Il ne concentre pas les conséquences sur sa personne, mais relie une doctrine de souveraineté matérielle à des choix d'alliance et de protection. La promesse centrale se précise alors. L'énergie n'est pas présentée comme une fin, mais comme le levier qui rend la sécurité et l'autonomie pensables en même temps. Dans un scénario de continuité qui suit la logique interne du texte, la coopération avance par paliers visibles et invisibles. Dans cette trajectoire de base, la partie nucléaire se structure comme un écosystème administratif et humain avant toute réalisation matérielle majeure. Programme de formation, transfert de compétences, clarification des chaînes de décision et premiers ajustements doctrinaux prennent le pas sur la production d'énergie elle-même. L'effet principal, dans les 6 à 12 mois, n'est pas une hausse mesurable de capacité, mais un gain de continuité perçue. Si cette continuité tient, alors l'accord commence à peser sur les anticipations régionales avant même d'allumer une ampoule supplémentaire. Dans un scénario plus favorable, la cohérence annoncée se transforme en dynamique cumulative. Les formations débouchent sur des capacités opérationnelles, la protection des corridors réduit certaines ruptures et la dimension énergétique commence à soutenir l'industrialisation plutôt que de rester symbolique. Dans ce cas, l'architecture décrite par le texte produit un effet institutionnel avant un effet technique. L'État apparaît plus prévisible, les investissements deviennent plus rationnels et la promesse cesse d'être uniquement déclarative. Ibrahim Traoré incarne alors une stabilité doctrinale qui rend l'alignement durable, non par charisme, mais par cohérence entre discours et procédure. La région observe un centre de gravité qui se durcit autour du corridor sahélien. Dans un scénario plus sombre, la contradiction structurelle rattrape l'ambition. Si la pression insurgée s'intensifie, si les convois restent exposés, et si les infrastructures deviennent des cibles plus prestigieuses, l'accord peut produire l'effet inverse de celui recherché. Les points sensibles à défendre se multiplient, sans bénéfice immédiat pour compenser le risque. Dans cette hypothèse, l'architecture sécuritaire prend le dessus sur l'architecture énergétique, et l'horizon de développement recule. L'énergie, au lieu de stabiliser, concentre les vulnérabilités. Le texte propose une méthode simple pour lire ces scénarios sans prédire. Si la sécurité des corridors progresse, alors l'énergie peut devenir un levier. Si elle stagne, alors l'énergie devient une exposition supplémentaire. Cette grille conditionnelle évite l'adhésion réflexe comme le rejet automatique. Elle oblige à suivre les maillons les plus fragiles plutôt qu'à s'attacher aux annonces. À ce stade, le futur n'est pas écrit. Il est suspendu à la capacité de faire converger protection et continuité. Pour un décideur public, la lecture proposée par le texte impose une hiérarchie claire. L'énergie n'y apparaît pas comme un secteur parmi d'autres, mais comme une condition de continuité administrative. Penser l'accord comme une chaîne oblige à relier budget, doctrine et protection des infrastructures au lieu de traiter ces sujets séparément. L'impact concret est méthodologique. Identifier le maillon le plus fragile, puis le renforcer sans élargir la promesse au-delà de ce que le récit permet. La discipline suggérée consiste à transformer chaque objectif en un couple indissociable. Capacité à produire et capacité à protéger. Pour un acteur économique, l'intérêt est moins géopolitique que prévisible. Le texte décrit une industrie freinée par l'intermittence du réseau, où planifier coûte cher et investir devient risqué. Ce que change l'accord, même au stade de promesse, est un déplacement d'attente. Si une stabilité énergétique devient crédible, certains investissements redeviennent rationnels. L'effet pratique,
consiste à séparer le long terme, lié aux infrastructures et à la formation, du risque immédiat, lié aux corridors et à la sécurité. Décider sur ce différentiel, plutôt que sur l'émotion, devient une règle de prudence. Pour les citoyens et la diaspora, l'enjeu est présenté comme une question de dignité quotidienne. Le texte insiste sur l'isolement rural et sur le fait qu'une majorité reste coupée d'une infrastructure de base. Ici, l'accord n'est pas un drapeau, il devient une hypothèse de réintégration. L'impact concret est simple à formuler. Se demander ce qui, dans la vie réelle, dépend d'une continuité électrique minimale, puis reconnaître que sécurité et énergie se répondent. Et pour finir, pour l'observateur engagé, la figure d'Ibrahim Traoré sert de repère narratif. Elle relie ressources, doctrine et choix d'alliance et invite à lire au-delà des titres. L'effet recherché n'est pas l'adhésion, mais une lecture plus exigeante des enchaînements réels. Le texte esquisse une feuille de route implicite, structurée en étapes mesurables plutôt qu'en déclarations générales. Pour ouvrir la marche, clarifier l'objet. Traiter l'accord comme une chaîne à 3 couches oblige à distinguer ce qui relève du civil, de la sécurité et du long terme. Cette clarification n'est pas cosmétique. Elle permet d'éviter les confusions entre formation, protection et production, et de rendre chaque segment évaluable selon ses propres critères. Dans un second mouvement, sécuriser les corridors avant de promettre la puissance. Le récit insiste sur les embuscades, le sabotage et la fragilité des lignes. L'horizon est immédiat. Les acteurs désignés sont ceux chargés de la continuité territoriale, appuyés par des capacités spécialisées adaptées à la protection d'infrastructures critiques. Le critère de mesure n'est pas idéologique, mais opérationnel. Baisse des ruptures logistiques sur les axes clés et réduction des arrêts non planifiés liés à l'insécurité. Dans le mouvement suivant, construire la capacité humaine. Le texte mentionne la formation d'ingénieurs et l'apprentissage en instituts partenaires. L'horizon est de 6 à 12 mois pour consolider le pipeline. L'indicateur pertinent est simple, nombre de compétences certifiées et intégrées dans des unités techniques nationales plutôt que dispersées ou symboliques. Et un peu plus loin, définir une doctrine de protection des actifs. Le récit décrit un périmètre spécialisé combinant surveillance, détection et intervention. L'horizon est progressif. On l'évalue par des temps de réponse, des exercices réussis et la capacité à maintenir une continuité minimale sous contrainte. Et pour finir, lier ressources et financement à des objectifs vérifiables. Le texte associe souveraineté et traçabilité. C'est ici que Ibrahim Traoré est repositionné comme garant d'une cohérence procédurale. Protéger ce qui doit durer avant d'annoncer ce qui brillera. La question évoquée plus tôt se referme. Sans convergence entre protection et capacité, aucune promesse ne tient. Le récit revient alors à une image simple, déjà esquissée plus tôt. Des lignes électriques qui s'étirent au-dessus de plaines sèches, fragiles, exposées, mais porteuses d'une promesse de continuité. Rien n'est présenté comme acquis. La lumière n'apparaît pas comme un miracle, mais comme une tension permanente entre ce qui doit être construit et ce qui doit être protégé. Cette retenue est centrale. Elle empêche le récit de basculer dans la célébration et maintient l'attention sur les conditions de durée. Le rappel émotionnel passe par les mêmes silhouettes qu'au début. L'usager d'un réseau instable qui vit au rythme des coupures. L'État contraint qui découvre que perdre l'électricité, c'est perdre des capteurs, puis de la coordination. Ce qui change à ce stade n'est pas la réalité matérielle, mais la façon de la penser. L'énergie cesse d'être un décor et devient un enjeu existentiel. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré réapparaît une dernière fois comme figure de charnière. Il n'est pas convoqué pour incarner un succès, mais pour rappeler une discipline. La souveraineté n'est pas un slogan, elle est une suite de procédures qui doivent tenir sous pression. Le texte ne promet pas la lumière. Il promet un effort pour qu'elle ne soit pas immédiatement éteinte. La phrase qui ferme ce mouvement est volontairement sèche. Une lumière sans protection n'est qu'une cible. Elle ne conclut pas par une victoire, mais par une exigence. Ce récit ne demande ni adhésion ni rejet immédiat. Il propose une méthode de lecture. Distinguer
ce qui est affirmé de ce qui est suggéré et ce qui reste invérifiable dans le texte. Refuser de confondre promesses et preuves, techniques et stratégie. À cette condition seulement, l'accord cesse d'être un symbole bruyant et devient un objet d'analyse utile. La question de fond dépasse un pays et un moment. À quel point une infrastructure cesse-t-elle d'être un projet pour devenir un pouvoir ? Quand une promesse énergétique commence-t-elle à produire des effets politiques même avant toute production mesurable ? Et où se situe la ligne entre protection nécessaire et exposition accrue ? Ces interrogations ne trouvent pas de réponse unique, mais elles gagnent à être posées sans slogan. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est ni un verdict ni une conclusion. Il reste un pivot narratif qui oblige à regarder la chaîne entière. Ressources, doctrine, alliance, protection. Le débat utile commence ici, dans l'examen patient des maillons. Si vous le souhaitez, dites quel angle vous intéresse le plus pour prolonger l'analyse, énergie, sécurité ou récit géopolitique comparé.